c'est quoi les grosses différences? C'est ça qui est important parce qu'il y a des différences sur plein de choses. Puis entre autres, on va les faire un par un. Premièrement, le ratio de prêt-valeur. Oui. Hey, salut tout le monde! Bienvenue à notre première capsule de... Finance-moi ça! Je pense qu'il n'était pas prêt, hein, lui? Non, En tout cas, on reprend tout ça. Hey, OK, notre première capsule de... Finance-moi ça! Hey, Maison, finance-moi ça. Fait que, écoute, aujourd'hui, je suis avec Alexandre Boisvert et moi-même, Christian Pomerleau. Je suis avec moi-même, effectivement. Si je te dis, là, parce qu'on va parler de financement commercial, je te dis financement commercial, là, Ouais. ça te dit quoi? Première chose qui vient en tête, Financement. financement. Ouais. Et mettons la deuxième chose. Commercial. OK, bon, oui, écoute, financement commercial. Fait que si c'est comme ça, là, ben écoute, on est tous prêts de donner un cours parce que je pense qu'on en a besoin. Qu'est-ce que tu en penses? Financement commercial. OK, c'est bon, on l'a. Fait que financement commercial, c'est quoi? Bien, premièrement, on compare à quoi? Quand on parle de financement commercial, on va comparer au financement résidentiel que tout le monde connaît. Puis le financement résidentiel, essentiellement, bien, on finance. Du résidentiel. OK, c'est bon. J'attends tout le temps des réponses de lui, puis c'est pas très pratiqué notre affaire, hein? Fait que ouais, on finance des résidences, hein, des habitations. Et puis, dans le commercial, bien, on va financer justement des affaires commerciales, mais l'idée, c'est que ce n'est pas parce que tu achètes avec une compagnie que nécessairement tu as un financement commercial. Exact. Tu peux financer, tu peux acheter personnellement. Oui, en fait, on peut. La nature, la vocation de l'immeuble va déterminer le financement et non pas l'emprunteur. Exactement. Donc, ça peut être un emprunteur personnel, ça peut être une société en nom collectif, ça peut être une SPA, une Exact. société par action, compagnie, un groupe de personnes. Fait que tout ça peut faire une acquisition, puis on peut le passer au commercial. En fait, la différence entre résidentiel et commercial, c'est vraiment le département. Exact. Il y a un département qui s'occupe vraiment du résidentiel, puis l'autre département s'occupe du commercial. Puis on va vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Quand on parle de département, c'est vraiment à votre institution financière. Exactement. Nous autres, on a une question, par exemple. La question... Finance-moi ça! Absolument. Puis la question « finance-moi ça », c'est finalement, si tu achètes un immeuble qui est classé résidentiel, genre un triplex, avec une compagnie, cette fois-là, Donc, donc vous avez une Inc., ouais, puis on veut acquérir un triplex. exactement. Parfait. Mais là, c'est-tu une transaction résidentielle ou une transaction commerciale? Et ça peut être mélangeant un peu. Oui. Bon, OK, on va parler Tout à de fait. ça À la fin. à la fin. OK, c'est bon. Fait que c'est quoi la différence? En fait, le financement résidentiel, c'est le financement de tout ce qui est résidentiel, 4 portes et moins. Ça veut dire quoi? Des chalets, des maisons, Des condos, duplex, triplex, quadruplex, maison avec bachelor. maisons avec bachelor. Ça rentre tout dans le résidentiel. On s'en va dans le département résidentiel. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier vos revenus, Oui. on va étudier vos dettes, Exact. on va regarder La capacité de paiement. capacité Donc, de paiement. Qui est liée à ça. Exactement. Donc, on va étudier le ratio d'endettement des gens. Puis quand je dis on, ça nous exclut parce que d'autres, on ne fait que du commercial, mais le courtier hypothécaire, lui, qu'est-ce que tu as fait? On n'en fait pas de résidentiel. On n'en fait pas de résidentiel. Mais on n'a rien contre. Hein? Mais c'est ça, il regarde les ratios d'endettement. Puis finalement, bien, vous supportez personnellement le dossier. C'est de même que ça fonctionne. Exact. Puis votre pouvoir d'emprunt en est affecté. Par contre, quand on s'en va dans le commercial, ce qui est étudié en premier, ce n'est pas la personne, mais bien l'immeuble. La rentabilité de l'immeuble. Exactement. Fait qu'on crée, vous allez entendre ça souvent, on regarde le calcul mathématique qu'on fait pour voir le financement, on appelle ça un proforma. On crée des proformas, on rentre les chiffres là-dedans, puis là, bien, on va vérifier si l'immeuble se soutient lui-même financièrement tout seul. Exactement. Par rapport au prix qu'on désire acquérir, qu'on veut l'acquérir ou par rapport à la valeur qu'on veut le refinancer. Exactement. Voilà. Alors, tout ça pour dire que finalement, bien, quand on a étudié l'immeuble, là, après ça, on va regarder si le client qui achète ou le groupe de clients qui achètent font du sens, là, d'un point de vue, mettons, actif, passif, et puis par rapport à ce qu'ils nous ont déclaré, mais c'est l'immeuble qui va supporter son propre financement. Exactement. Si l'immeuble, les chiffres ne fonctionnent pas par rapport à ce qu'on demande, ce qu'on requiert,
En partant le dossier, ça ne fonctionnera pas, ou on va avoir vraiment une valeur ou un financement beaucoup plus petit. Puis comme tu mentionnes, après ça, on va regarder la force financière des emprunteurs. Exact. Tout simplement. Donc, on va vous demander un bilan personnel de chacun des emprunteurs. Cool. Puis tantôt, Alexandre, tu disais, ça dépend du type d'immeuble quand on s'en va en commercial ou pas. On parle de quoi quand on parle d'immeuble commercial? Parlons de financement commercial. Le financement commercial, ça englobe beaucoup d'immeubles. Donc, on parle de 5 logements et plus. On parle d'immeubles... 5 logements et plus, tu parles du multilogement. Multilogement, exact. Multirésidentiel. Multirésidentiel, donc 5 logements et plus. On parle des immeubles semi-commerciaux, donc on va avoir une portion commerciale, une portion résidentielle. Ça, c'est cool. Exact. On va parler de résidences privées pour aînés, les RPA. Ouais. On va parler de bâtisses industrielles, de bâtisses commerciales. Ça peut être des strips commerciaux, donc avec du retail, comme on appelle, là, des magasins. Des petits centres d'achat, des gros centres Des gros centres d'achat. Ça peut être des tours à bureau. Tours à bureau, effectivement. Donc, du office building. Yeah. Ça englobe tout Puis ça. l'inventaire de condos aussi, c'est très intéressant qu'on effectivement. traite au commercial pour tous ceux, là, pour tous les promoteurs là, qui ont beaucoup d'inventaire, qui est invendu. Là, bien, appelez-nous parce qu'on a de la solution pour ça. Exact, des belles solutions en plus. Puis des prêts de construction. On va même faire une émission de construction dans pas grand temps. Exact. La prochaine devait être sa construction dans les prochaines, on verra. Et voilà. Alors ça, c'est le financement commercial. C'est ça pourquoi on fait le financement commercial. Maintenant, c'est quoi les grosses différences? C'est ça qui est important parce qu'il y a des différences sur plein de choses. Puis entre autres, on va les faire un par un. Premièrement, le ratio de prêt-valeur ou le RPV, là, il y a une grosse différence entre le résidentiel et le commercial. Qu'est-ce qui se passe en multilogement? Donc, le RPV, pour bien le décrire, ratio prêt-valeur, c'est le pourcentage de financement qu'on peut aller chercher par rapport à la valeur de l'immeuble. Oui, valeur économique. Économique, exact. Ouais. Donc, la grande différence qu'on va avoir versus du résidentiel, c'est lorsqu'on a un prêt assuré, on peut y aller à un plus haut niveau. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 85 de la valeur. En résidentiel, on peut aller aussi à ce niveau-là, voire même jusqu'à 90 lorsque c'est une résidence unifamiliale. Donc, on est propriétaire occupant. Dans le multirésidentiel, ça n'existe pas, donc 5 logements et plus. Ouais. Mais en prêt assuré, on peut aller jusqu'à 85 sur pré-valeur et en conventionnel à 75 Commercial, industriel, hôtel, etc., on va parler souvent d'un petit peu plus bas, mais ça va maximum à 75 puis ça va descendre. Différents aspects. C'est dans le commercial, là, le type d'immeuble puis le type d'acquéreur vient tellement faire une influence parce que dans le commercial pur, on dirait que la règle du pouce, c'est un financement à 65 exact. Mais de plus en plus d'institutions financières sont prêtes à étirer leurs prêts jusqu'à 75 si le client est relativement fort. Puis si le client est un propriétaire occupant, il y a des banques qui vont aller même encore au-delà de 75 puis ça peut monter même jusqu'à 100 quand c'est des clients extrêmement forts puis qui sont surtout des professionnels comme des centres vétérinaires ou des groupes familiales de médecine. Exact. Tout ce qui est lié à la médecine de période de loin, incluant les vétérinaires. Dentaire. Exactement, parce que des professionnels. Peuvent être financés à un grand RPV. Fait que, disons, retenez que la règle du pouce, c'est entre 65 et 75 dans le commercial. Et puis, selon la force de l'emprunteur, bien, des fois, on peut changer ça. Exact. Mais là, on parle du RPV. Mais là, il y a la longueur du prêt aussi, l'amortissement du prêt qui change beaucoup en commercial. Exact. Donc, multirésidentiel, 5 logements et plus, on peut aller jusqu'à 40 ans lorsque c'est une construction neuve ou très récente en super bonne condition. 35 ans aussi, si c'est un immeuble récent en bonne condition ou un immeuble plus vieux, mais qui a été rénové avec des rénovations majeures ou des points importants, toiture, balcon, portes et fenêtres, cuisine, revêtement de plancher, etc. Commercial pur, industriel, on va parler plus dans le fond du 20, 25 ans. Certains prêteurs vont faire du 27 ans lorsque c'est exceptionnel, mais dans le fond, plus on va vers l'industriel commercial, plus l'amortissement est petit. Ouais. Encore là, moi, je vais vous donner des règles du pouce. La règle du pouce dans le commercial, c'est souvent 20 ans. Mais encore là, de la même façon que les prêteurs sont prêts à faire des RPV de 75 de plus en plus, bien, il y en a beaucoup qui ont embarqué dans le 25 ans, même dans le commercial, aussitôt que le client est un peu solide. Mais retenez à peu près 20 ans, c'est l'amortissement habituel. Puis aussitôt qu'on tombe dans quelque chose d'un petit peu plus spécial à financer, par exemple de la restauration, tout ça, il y a certaines banques qui vont se limiter à 15 ans d'amortissement.
Dans le temps, là, le commercial, c'est quasiment juste du 15 ans. C'est pour ça qu'il y a bien du monde dans le commercial que leur building et leur bâtisse est payé. Ils sont payés, exact. Ils sont clairs de... Des fois, le monde, il se promène et dit « Hey, ce bâtiment-là, il est vide depuis longtemps. » Le propriétaire, c'est pas qu'il s'en fout, mais jusqu'à un certain point, sa bâtisse est payée depuis super longtemps parce qu'elle s'est payée vite. Mais aujourd'hui, la mentalité, c'est d'acheter avec le moins de cash possible, faire le plus de cash flow possible. Fait qu'on veut avoir des amortissements qui sont super longs, des ratios de financement qui sont super élevés. La mentalité a un petit peu changé, les taux ont changé, puis la dynamique a changé. La visualisation financière aussi par rapport à ces actifs-là, beaucoup changé, évolué. Exactement. Là aussi, dans le commercial, on travaille avec des ratios de couverture de dette, pareil comme dans le multilogement, mais ils vont changer, ils vont être un petit peu différents. Fait que ça se passe comment dans le multilogement? Multilogement, encore une fois, 5 logements et plus. On va parler, là, si on parle de conventionnel, aller jusqu'à assuré, on va dans les plus petits immeubles, peut-être de 1,15. Encore une règle de pouce. Des fois, ça peut être un peu plus, un peu moins conventionnel. 1,10, 1,15, aller jusqu'à 1,3 en assuré CHL pour 17 logements et plus. Exact. Puis dans l'industriel ou le commercial, on va souvent parler de 1,25. Puis encore une fois, les banques, là, on va parler vraiment de conventionnel parce qu'il n'y a pas d'assuré dans le commercial de commerce puis d'industrie puis tout ça ou de semi-commercial, à part quelques exceptions. On va parler de 1,25 de ratio de couverture de dette. On peut baisser des fois jusqu'à 1,20. Puis si les clients ont un méga gros parc immobilier ou qui sont extrêmement solides, des fois, on peut le négocier un petit peu plus. On est en conventionnel, on a plus de latitude, mais reste que la règle du pouce, on va parler d'1,20 à 1,25 pour le commercial. On va parler un petit peu des taux de cap, les TGA. Là. Le monde dit tout le temps taux de cap. Les trois lettres qui font peur. Les trois lettres qui sont tout le temps là. Ça sont mal comprises aussi. Ouais. Donc, multirésidentiel, les taux global d'actualisation, TGA, vont souvent être beaucoup plus bas que les taux en commercial. Dépendamment des secteurs, si on parle de grande région métropolitaine, même sur l'île de Montréal, dans des secteurs plus précis, on a déjà vu des taux de capitalisation aussi bas que 3,75. C'est incroyable. Qui est extrêmement agressif. Ça veut dire qu'en absence de financement, le client il est prêt à accepter 3,75 de rendement sur son immeuble. Exact. Hey, c'est quelque chose, là. C'est pas beaucoup. Il faut vraiment faut voir zéro risque quasiment là-dedans, puis il faut voir vraiment un potentiel à long terme. Exact. Mais mettons qu'on peut dire en moyenne, on serait plus entre, je dirais 4,5 et 5,5 là, exact, en moyenne. Une belle moyenne des régions métropolitaines, première, deuxième couronne, les grandes villes, le Québec, Trois-Rivières. La SCHL, dans ses calculs, va rarement toucher en bas de 5 de toute façon. Oui, sinon, il faut bien justifier. Il faut justifier, il faut faire avec des professionnels. Yeah! Puis dans le commercial pur ou industriel, bien, ça va varier beaucoup, puis la localisation va changer pas mal. Bon, on va parler de taux de cap, le type de locataire, tout ça, mais on va parler de taux de cap qui généralement vont être si on est très Montréal, puis très bien placé, bon locataire, peut-être dans le 6 mais normalement, on va parler de 7,5 c'est pas mal ça. Puis aussitôt qu'on s'en va en région, des fois, ça peut être 8 puis 9 de taux de cap. Donc, c'est un peu le rendement que la clientèle vise à chercher pour ce type d'immeuble-là. C'est même qu'il faut le voir. Exact. Quand on travaille, nous autres, comme spécialistes, des dossiers, on va toujours regarder avec l'œil d'un prêteur, en réalité. C'est de même qu'on veut calculer les financements. Fait qu'on va normaliser les données, surtout les dépenses. On va normaliser les dépenses basées sur ce que les prêteurs veulent obtenir. Et ça change d'un prêteur à l'autre, mais disons qu'il y a quand même un consensus général. La normalisation au niveau de la SCHL, elle est très connue. Oui, c'est très standard, ça fit dans une boîte, comme on dit. On va avoir des dépenses réelles qu'on va utiliser, qui sont les taxes municipales scolaires, l'assurance, les frais d'électricité, de chauffage. Donc, c'est l'électricité et gaz naturel ou mazout. Puis, on va avoir aussi les dépenses, l'assurance, j'ai mentionné. Puis, les dépenses normalisées vont être surtout au niveau de l'entretien et réparation, la conciergerie, donc les salaires à payer s'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'immeuble. Puis les frais de gestion. Donc, ce sont les trois dépenses qui sont normalisées par la SCHL, mais aussi qui vont être normalisées d'une certaine façon par les différents prêteurs en conventionnel. Donc, chacun va avoir sa vision de le faire,
Mais en tant que professionnel, on le sait à peu près, on va se tenir dans quelle zone pour la majorité des prêteurs, puis aussi dépendamment de l'immeuble et des services inclus. Souvent, on va rajouter des dépenses, exemple pour les ascenseurs ou si c'est une structure en béton, comparativement à du bois brique. Aussi, il y a des électroménagers, on normalise aussi exactement. pour l'inclusion des... Fait que ça, des choses qu'on va faire, nous autres, aussitôt qu'on travaille un dossier, on l'étudie comme il faut, qu'on s'assure de le normaliser le plus juste possible. Exact. Parce que ça nous donne une valeur économique vraiment plus précise. Puis quand on a une valeur économique plus précise, bien, on obtient un financement qui est pas mal plus juste. Puis là, le client est content. Tout à fait. Ouais. En commercial, ce qui va différer un peu, c'est que on va prendre toujours les mêmes données au niveau des taxes et tout ça. Ce qui va se rajouter à ce concept-là, c'est l'idée qu'en commercial, dans les baux, des fois, puis là, on va faire un show juste sur les baux. Oui, bien juste sur les baux commerciaux. Ben, dites-nous si ça vous intéresse, soit dans les commentaires ou à l'adresse courriel. OK, si ça ne vous tente pas, on n'en fera pas un. C'est ça qu'on dit? Oui. Puis si ça vous tente, on va en faire un. Mais je pense que juste une affaire sur les baux, ça serait écœurant. On prend en dire long parce que surtout en commercial, là, c'est un sujet là, très étoffé, disons. OK. Fait qu'on ne vous dit pas qu'on a, mettons, tourné une capsule pour ça. On veut juste savoir si vous avez le goût qu'on en fait une, mettons, là, genre. Ouais. On jase, là. Mettons que c'est déjà fait, là. Mettons qu'on jase. Mettons qu'on Puis jase, c'est déjà là. fait. OK, c'est bon. Fait que une capsule sur les baux, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a un concept qui s'appelle la récupération. Puis on va en parler là-dedans, mais c'est que dans les baux, on peut récupérer une partie de ce qui a déjà été payé. Alors, ça devient comme une forme de revenu dans un sens. Il faut le calculer. Fait que ça, c'est important. Puis ce que je voulais dire finalement, c'était au niveau de la normalisation en commercial, la façon que ça marche, c'est qu'on va faire 5-5-2. Retenez ça. T'sais. Donc 5 sur les frais d'administration, 5 du revenu brut qui va être pris pour l'entretien et réparation, et 2 qu'on va mettre sous forme de réserve de capitaux là, pour réserve structurale qu'on appelle. La réserve structurale... C'est simplement des fonds qu'on a de côté s'il arrive quoi que ce soit. À la grosse structure, là, aux grosses œuvres là, qui se trouvent à être la toiture, les fondations, les murs, puis tout ça. Fenêtres, alors, ouais, exact. Donc ça, c'est important. Puis je dis 2 ça dépend. Des fois, ça peut être 2,5 si l'immeuble est très vieux, mais des fois, si c'est un immeuble neuf, ça peut être 1 seulement. Mais ça vous donne une petite idée. Le 5,52, c'est une bonne normalisation à utiliser en général. Les taux d'inoccupation vont changer aussi beaucoup parce qu'en commercial, on va pas mal plus parler de 7-8 puis si on est en région, des fois, on peut parler de 10 de taux d'inoccupation. Ouais, c'est pas, comment t'interrompre, c'est pas basé sur des données en tant que telles. Ouais. C'est plus un consensus, si on veut, là, le taux de vacances pour le commercial industriel. Tu sais, où on va regarder l'activité économique puis le background, si on veut, de la location de l'immeuble. Ouais. Mais contrairement au résidentiel, que là, on va se fier, même si c'est un financement conventionnel et SCHL, on va se fier sur les données de la SCHL. Quasiment toujours. Quasiment toujours, ouais. à 98 du temps, pour déterminer le taux d'inoccupation. Exact. Donc, eux fournissent des données dans leur rapport, mais aussi sur leur site Web. Ouais. Sur leur site Web, je pense que la majorité de vous devez connaître ça, mais de toute façon, c'est le portail de la SCHL. Et puis, quand on joue dans le portail, bien, là, à un moment donné, on se ramasse dans les statistiques, puis là, on peut aller voir les taux d'inoccupation. C'est quelque chose de très bien. Là. Oui, ça fait. Ouais. Carte interactive. Alors, en fait, on voulait avancer là-dedans. C'est sûr qu'on a plein de choses qu'on pourrait parler encore sur le financement commercial. On ne veut pas faire des capsules extraordinairement trop longues. Non, on voulait faire un survol parce qu'on voyait qu'il y avait un intérêt de la part de nos auditeurs puis de la clientèle chez PMML sur le financement commercial. Donc, on voulait en parler globalement, fournir un peu d'informations parce qu'on est bon là-dedans. Oui, on aime ça. C'est excellent, on vous aime, Puis, n'oubliez pas gênez-vous pas de nous appeler si jamais vous avez des questions sur des dossiers multilogement ou de toutes les formes. Commercial, ça va nous faire plaisir. Puis là, on va revenir avec notre question de départ, oui. qui était la question... La question était... Non, toi, il faut que tu dises « Finance-moi ça ». C'était la question. Parfait. Finance-moi ça! OK, c'est bon. Ben là, tu avais le goût de dire c'était quoi la question? C'est quoi la question? La question, mon Christian, c'était lorsqu'on achète un immeuble résidentiel, par exemple un triplex, au nom d'une compagnie. Ouais. Donc, l'acquéreur et l'emprunteur est une compagnie Inc. De quel type de financement s'agit-il? Est-ce un financement résidentiel ou un financement commercial? Ouais.
Puis ça, là, hey, ça, c'est une zone grise, là. C'est incroyable. Tu arrives dans une banque, tu arrives avec une affaire de même, puis là, ils t'envoient au résidentiel. Tout le monde saigne du nez. Ouais, tout le monde saigne du nez. Tout le monde se lance la balle, ça n'a pas de sens. Le résidentiel t'apprend, il dit non, c'est au commercial, c'est au commercial. Puis là, finalement, tu te dis, ben là, je suis où? Je suis dans le commercial, je suis dans le résidentiel. Ça reste encore une zone relativement grise, mais généralement, c'est plus au commercial qu'ils vont le traiter parce qu'à partir du moment où c'est une compagnie qui achète, le département commercial peut embarquer là-dessus. Le gros défi qu'il y a aussi là-dedans, c'est que le département commercial là, qui prend soit une maison ou qui est acheté, ça fait des très petits financements. Oui, des réserves beaucoup plus petits. Puis ils n'aiment pas ça. Non, du tout. Ils n'aiment pas ça. Parce que, comme je mentionnais à fond plus tôt dans la capsule, qu'est-ce qui va différencier vraiment le département résidentiel et commercial? C'est la vocation de l'immeuble. Exact. Donc, on sait que 5 logements et plus, 5 logements résidentiels et plus, c'est commercial. Puis, 4 logements et moins, c'est résidentiel particulier. Donc, si une compagnie achète un immeuble résidentiel, donc 4 logements et moins, c'est ça qui crée cette zone grise-là. Donc, on a un immeuble résidentiel avec un emprunteur commercial. Commercial. Exact. L'inverse n'est pas vrai, par contre. Un particulier, donc Christian Pomerleau, peut acheter un 12 logements en nom personnel sans problème. Puis on s'en va dans le département commercial. Dans le département commercial. C'est le point qu'on avait fait au début, ça, justement. Oui, exact. Mais cette zone grise-là, dans une acquisition avec une compagnie de quelque chose qui est petit, avec un petit prêt, ça reste encore une zone grise. Il faut souvent tâter une coupe de prêteurs là, jusqu'à temps qu'il y en a un qui veulent accepter un dossier de ce genre-là. Exact. On a 2 institutions financières que je ne nommerai pas là, en ce moment, là, mais qui traitent souvent ce type de dossier-là comme étant un résidentiel. Puis juste avant de passer chez le notaire, ils le convertissent puis ils l'envoient en commercial. Puis là, à ce moment-là, ils le font passer commercial. Fait que c'est une autre solution pour ça. Mais c'est une question, finance-moi ça, qui n'est pas facile. Exact. Il faut préciser que ce n'est pas le type non plus de transaction qu'on est habilité à faire non plus. Non, exactement. Ça, c'est important. On connaît ça, mais nous, c'est vraiment 5 logements et plus, soit en nom personnel ou exact. société en nom Puis collectif. un volume de financement aussi. Exact. Hey, j'espère que vous avez aimé ça. Notre capsule numéro 1 de... Finance-moi ça! On s'en va avec une prochaine dans pas grand temps, puis on espère vous revoir. Alors, Merci beaucoup. À plus.